Je vois que tu parles de ta fille, justement, j'allais te demander comment tu fais pour inculquer à tes enfants la notion d'écologie. Bah alors la dernière, elle a 10 mois, donc pour Oui. l'instant je lui inculque pas trop la notion d'écologie. Bon bah salut Hugo Clément, comment Salut. ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. J'avais envie de te demander, à la suite des infos d'hier, toujours optimiste pour l'après? Oui, je pense qu'il faut rester optimiste. Je pense que de toute manière, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que baisser les bras et se dire qu'on est dans une période très compliquée et qu'on peut rien y faire, je pense que c'est pas la bonne réponse. On peut être tenté par ça, mais je pense que c'est aussi un moment, une occasion pour se poser sur l'après, pour décider dans quel monde on veut vivre et ce qu'on veut y faire. Et tu trouves que le premier confinement, ça t'a aidé justement à te recentrer sur toi, sur ta famille, les priorités? Non, je pense que comme tout le monde, le premier confinement, ça a été une période compliquée. Ça a été une période compliquée déjà parce qu'on était dans une situation où il y avait des gens qui mouraient de ce virus, où il y avait des gens qui perdent leur boulot, où il y a des gens qui voient leur projet s'effondrer du jour au lendemain. Donc c'est une période compliquée. Je pense que c'est délicat de dire que le confinement a été un moment privilégié, un moment apprécié. Moi, ça n'a pas été mon cas. Voilà, j'ai subi, comme beaucoup de monde, le confinement. Et je pense pas que ce soit une solution pour régler le problème climatique. En revanche, ça a été l'occasion, je pense, pour toutes et pour tous, de se rendre compte que dès qu'on libère un peu d'espace, dès qu'on laisse la nature souffler, dès qu'on laisse les animaux se réapproprier le terrain, il y a une forme de résilience qui apparaît très vite. Ouais. La pollution disparaît, se dissipe, les animaux reprennent un peu leur marque, reprennent du terrain. Et ça, oui, c'était intéressant à observer. On se rend compte, en fait, de la rapidité à laquelle un écosystème, à laquelle des espèces sont capables de se remettre de ce qu'on leur impose, en fait, et de ce qu'on leur fait. Donc ça, c'était un des très rares points positifs de ce confinement, de se rendre compte de ça, de réaliser qu'il suffit qu'on relâche un peu la pression pour que les choses s'améliorent. On peut changer nos modes de consommation, on peut éliminer certaines pratiques qui ne sont pas indispensables à notre vie aujourd'hui et avoir un poids concret sur l'évolution des choses. J'ai été beaucoup marquée par un élément au début de ton livre, c'est l'idée de décalage qu'on a entre cette idée d'écologie, en triant nos déchets individuellement. Et au final, la réalité, une grande partie des déchets est envoyée au même endroit et puis incinérée et pas du tout triée. Comment tu penses qu'on est arrivé à un tel décalage? Alors, je pense que ça reste très important de trier ces déchets parce qu'en France, en tout cas, une majorité de déchets qui est triée est effectivement recyclée. Voilà, ça reste utile et important de le faire. Mais effectivement, il y a des failles dans ce système et on se rend compte que certains déchets qu'on jette dans la poubelle jaune, certains déchets qu'on met à la poubelle dans la rue en se disant que c'est mieux que le jeter par terre, ce qui est vrai, en fait, traversent la planète ensuite, se retrouvent dans des circuits, certains légaux, certains beaucoup moins légaux et un peu obscurs, et sont déversés en Indonésie, au Bangladesh, en Malaisie, au Ghana pour nos déchets électroniques. Quand moi je vais sur le terrain dans ces endroits-là et que je fouille les poubelles, que je fouille les tas d'ordures là-bas qui se retrouvent dans les rivières, dans la forêt, et qu'on trouve des emballages Made in France, écrit en français, où c'est écrit sur l'étiquette, ne pas exporter, ne pas envoyer hors d'Europe, etc. Et que, en fait, si. Là, on se rend compte que le déchet qu'on jette nous ici en se disant ça va, il va être traité, ça peut ne pas être le cas. C'est souvent le cas, mais ça peut aussi ne pas l'être. Et c'est important d'avoir conscience de ça, parce qu'on a souvent l'image de ces pays asiatiques qui sont les gros pollueurs des océans. Et c'est vrai, en termes de chiffres, les plus gros pollueurs des océans, c'est la Chine et l'Indonésie. La Chine en premier, l'Indonésie en deuxième, qui rejettent des quantités astronomiques de plastique dans les océans. Mais une partie de ce plastique rejeté en Indonésie et en Chine est du plastique qui vient d'Occident, qui vient d'Europe, qui vient des États-Unis. Donc on a notre part de responsabilité dans cette pollution massive. On ne peut pas s'en exonérer complètement. Et c'est important de se rendre compte que ce lien entre les différents pays du monde est très fort en ce qui concerne les déchets. Et de se dire que notre comportement, ce qu'on fabrique en Europe, ce qu'on consomme en Europe et ce qu'on jette en Europe peut se retrouver dans un océan à l'autre bout du monde. Et déjà d'avoir conscience de ça, on voit les déchets d'une autre manière. Et on essaye de les réduire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à être zéro déchet. Je trouve que c'est performance et j'admire ça. Et j'aimerais bien. Dans le monde qui n'est pas très prévu à cet effet. Ouais, surtout, exactement. Et j'aimerais bien, moi, être zéro déchet. Franchement, j'arrive pas encore. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui sont aberrantes aujourd'hui et qui devraient être interdites. Emballer
des fruits de manière individuelle dans les supermarchés sous un film plastique, c'est une aberration. Je comprends même pas que ce soit autorisé. Mettre des petits biscuits dans un premier emballage, puis un deuxième emballage, puis la boîte, enfin, tout ça, on devrait sortir de ces méthodes-là. Ou en tout cas, on doit arrêter d'acheter ces produits. Je rebondis là-dessus parce que je me suis mise à faire 1 mois sans acheter de plastique alimentaire. Ah, et alors c'est super dur, mais c'est faisable. Ça demande une grosse organisation d'aller chercher en vrac. Et en même temps, habitant à Paris, c'est super facile parce qu'on a quand même tout à proximité, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Donc, difficile mais faisable. Après, c'était vraiment que du plastique alimentaire. Mais voilà, je pense être dans la génération qui, on m'a éduquée avec cette idée d'écologie, de protéger la planète. En même temps, c'est difficile parce qu'il y a un peu des avis qui viennent des scientifiques, des politiques, des militants, des bénévoles. Comment on peut faire pour suivre, entre guillemets, la bonne voie dans tout ce brouhaha et comment on fait la part des choses au final quand on a envie de se lancer? Ouais. Je pense que c'est important d'écouter les scientifiques. Je pense que il y a aujourd'hui un consensus au niveau international des plus grands scientifiques sur la question du climat, de la biodiversité, où globalement tout le monde est d'accord pour faire le constat qu'on est dans une situation qui est dramatique. À la fois en termes de changement climatique, la rapidité, l'intensité du phénomène, on constate tous les jours, y compris en France, avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient, la sécheresse qui touche de plus en plus de régions, et à la fois sur le terrain de la biodiversité, la disparition accélérée des espèces qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui risque à terme de nous menacer nous aussi en tant qu'espèces. Donc je pense qu'il faut s'en remettre à ces experts-là, écouter ce qu'ils disent, acter que la situation est grave et écouter les pistes d'action que ces gens proposent. Ça peut être des scientifiques, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des associatifs. Il y a des pistes d'action qui fonctionnent. Il y a des actions, on sait qu'elles ont un impact immédiat et très important. Ça peut être changer son mode d'alimentation, ça peut être changer son mode de consommation des produits textiles, ça peut être changer son mode de déplacement, ça peut être changer la manière dont on fait pression en tant que citoyen sur les politiques. Ça peut être un engagement dans un groupe associatif, faire masse pour réussir à peser sur un problème parce que chacun dans notre coin, on est beaucoup plus faible. Donc je pense que faut écouter les experts et faut revenir à une sorte de raison scientifique qu'on n'a pas aujourd'hui dans le débat public, ou en tout cas pas assez, parce qu'on est dans le débat idéologique, l'outrance, les gens qui nient l'évidence. Quand on voit que le président de la première puissance mondiale, Donald Trump, est ouvertement climato-sceptique, là c'est un énorme problème parce que c'est quelqu'un que beaucoup de gens croient, que beaucoup de gens écoutent, et qui détruit des années et des années de travail scientifique, qui dévalorise complètement le travail de ces scientifiques-là. Donc moi, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est à la fois de mettre en avant les études des scientifiques, avec toutes les références, tous les liens, et de corroborer ça par un travail de terrain. Parce que ce que disent les scientifiques, ça se retrouve aujourd'hui sur le terrain. Il y a encore quelques décennies, on disait dans X années, dans un siècle, il va se passer ça, il va se passer ci, c'était assez abstrait. Aujourd'hui, c'est très concret. Partout sur la planète, l'effondrement du vivant, de la biodiversité, le changement climatique se voit concrètement. Et en mettant les deux ensemble, ça devient une évidence. On se dit, voilà, c'est maintenant ou jamais, il faut agir maintenant. Si on attend 20, 30, 40 ans pour prendre les bonnes décisions, il sera trop tard pour certaines choses. Il y aura des réactions en chaîne qui se seront enclenchées, il y aura des choses qui seront perdues à jamais, qu'on ne pourra jamais retrouver, et on subira ces conséquences-là très concrètement. D'ici 2070, d'ici 50 ans, il y a une étude qui estime qu'un tiers de la population mondiale vivra dans une zone aussi chaude que le Sahara aujourd'hui. Un tiers de la population mondiale vivra dans une zone aussi chaude que le Sahara aujourd'hui. Et c'est demain, dans 50 ans. Ma fille, elle est née en janvier 2020, elle aura 50 ans dans 50 ans. Donc elle connaîtra cette situation-là de sa vie d'adulte. Ça doit nous inciter à nous dire, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 10 générations, quoi. Je vois que tu parles de ta fille, justement, j'allais te demander comment tu fais pour inculquer à tes enfants la notion d'écologie. Alors la dernière, elle a 10 mois, donc pour l'instant, je ne m'inculque pas trop la notion d'écologie. C'est sûr, mais comment tu as prévu de faire? Mais la grande, elle a 10 ans. Voilà, ma belle-fille Ava, elle a 10 ans. Ce qui est formidable, c'est que c'est elle qui m'inculque des notions d'écologie. Et c'est ça qui est dingue, c'est que ces jeunes-là, et c'est grâce aussi au travail des profs, des instits, qui, je pense, sont un rouage essentiel dans cette prise de conscience. Et elles rentrent de l'école en nous disant des trucs, en disant oui, alors les tortues, faut faire attention parce que les filets, ça les tue, etc. Alors moi, je lui dis certains trucs, mais elle aussi, elle me dit des choses que je lui ai pas dit. Et je pense que c'est aussi dans ce sens-là que ça va marcher. C'est les jeunes générations qui nous poussent et qui vont nous pousser à aller plus loin et à hiérarchiser les choses qui sont importantes, en fait. Et alors, au quotidien, moi, j'essaye de
voilà, à travers ce que je lui donne à manger, de lui expliquer pourquoi, on est en tel mois, donc on va pas manger des fraises, on va pas manger de la mangue, on va pas manger de l'avocat qui vient de l'autre bout de la planète, on va manger des navets avec des carottes et des pâtes, et voilà, et c'est comme ça, et c'est la saison, et c'est pas pour ça que c'est pas bon, c'est pas pour ça que la viande, c'est pas juste un aliment, c'est aussi un animal, que ça a un impact sur le climat. Voilà, et je pense que cette génération-là, ces enfants-là, ils vont grandir avec ce sujet en tête en permanence. Et quand ils vont être à l'âge adulte et qu'ils vont devoir faire des choix pour eux en tant qu'adultes, ils feront les bons choix. En tout cas, je l'espère. Et en parlant d'éducation, est-ce que ton déclic, ça provient de ton éducation ou ça arrive avec un moment T Je pense que oui, je pense que ma mère notamment, mon père aussi, mais ma mère m'a beaucoup sensibilisé sur la question de l'alimentation. Mais c'était plus sur l'aspect santé, quoi. C'était plus il faut manger des légumes pour être en bonne santé. Ça m'est venu à travers mon métier, quoi, à travers mes reportages, à travers le fait d'aller voir sur le terrain comment ça se passait, parce que j'ai été amené à voir de mes propres yeux. C'est tout bête, mais quand on voit de ses propres yeux ce qui se passe, on se dit ah ouais, ok, c'est pas que des scientifiques qui disent dans des livres que machin, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est sous mes yeux. Et c'est de là que vient l'engagement. Et en lisant ton livre, je me suis demandé si ta vision de cette guerre écologique, c'était pas un peu la troisième guerre mondiale, entre guillemets. Pas forcément une guerre entre les peuples, mais une guerre contre nous-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que c'est une guerre mondiale, parce que tout ce qui se passe dans tous les pays du monde a un impact sur l'intégralité de la planète. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, enfin en tout cas je pense qu'on peut utiliser le terme de guerre parce qu'il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui meurent. Il y a des zones qui sont détruites, comme dans une guerre. Il y a des bouleversements de la vie, du quotidien de millions de gens. Le coronavirus, la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est liée à notre comportement vis-à-vis de la biodiversité. On ne le dit pas assez, mais c'est une zoonose. Le coronavirus, c'est une maladie qui s'est propagée de l'animal vers l'humain à travers la mise en lien d'êtres vivants qui n'avaient rien à faire ensemble, d'une faune sauvage braconnée, trafiquée illégalement, qui se retrouve collée à des animaux domestiques qui n'auraient jamais dû rencontrer normalement, parce qu'on détruit les habitats naturels, parce qu'on transporte dans le monde des animaux exotiques. Tout ça, on a une responsabilité. Le Covid n'existerait pas si la biodiversité n'était pas à ce point mise à mal aujourd'hui. Et d'ailleurs, les épidémiologistes le disent, c'est la première d'une longue série. Et plus la destruction de la biodiversité va s'accélérer, plus on sera frappé par ce genre de pandémie. Et donc, là aussi, on commence à voir les effets concrets que peut avoir le dérèglement du vivant sur nos vies, sur notre quotidien. Donc oui, je pense que ce terme de guerre, il est complètement adapté. Quand j'ai assisté aux îles Féroé au massacre des dauphins globicéphales sur les plages avec cette mer qui devient rouge sang, c'est des images de guerre. Et moi, je me suis senti comme sur un terrain, de guerre, quoi. Alors certes, c'est pas être sous les bombes en Syrie, c'est sûr qu'il faut. Bien sûr, c'est pas le même type de guerre, mais à terme, les conséquences de cette guerre-là seront probablement bien plus importantes en termes de vie humaine, en termes de bouleversement de nos vies, qu'une guerre militaire. Ok. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que, tu vois, à l'époque de la guerre, on avait les femmes qui étaient très importantes, mais qui étaient en arrière-plan dans les usines. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont tout aussi présentes sur le front. Bien sûr. Mais je dirais même que je pense que sur beaucoup de sujets, les femmes sont même leaders sur la question environnementale. Ouais. Dans beaucoup d'associations avec lesquelles je travaille, sur beaucoup de terrains où je suis allé, effectivement, c'est des femmes qui mènent le combat, c'est des femmes qui sont en première ligne. Oui, par exemple, Hilde et Sunniva. Hilda et Sunniva, qui sont tout proches du pôle Nord pour faire des relevés scientifiques qui serviront notamment à la NASA dans une zone où personne ne peut aller. Mais des exemples, il y en a 1000, quoi. Voilà, c'est vraiment important aussi de le mettre en avant, effectivement, que les femmes jouent un rôle central dans ce combat-là. C'est vrai que je le constate sur le terrain, quoi. Ouais, ça s'est beaucoup ressenti au travers du livre. Bon, restons dans le pôle Nord. Je m'étais rendu compte que la glace, elle pouvait permettre de conserver des maladies. Tu parles par exemple de la grippe espagnole durant ton voyage. Mais je m'étais pas rendu compte que la bataille qu'on vit actuellement contre la pandémie allait peut-être devenir une réalité avec la fonte des glaces et du coup la réapparition de maladies qui existaient déjà. La fonte du permafrost, ce qu'on appelle le permafrost, enfin en français c'est le pergélisol, c'est le sol qui est gelé en permanence tout autour du cercle arctique, quoi.
Ça peut aller de quelques mètres à plus de 100 mètres d'épaisseur, ce pergélisol, qui est gelé depuis des millénaires. La fonte de ce pergélisol, donc ce sol gelé dégèle, c'est un saut dans l'inconnu. Les scientifiques le disent, on ne sait pas quelles vont être les conséquences sanitaires, on ne sait pas ce qui peut se cacher dans ce pergélisol exactement, on ne connaît pas vraiment les conséquences de cette fonte-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette fonte va libérer des quantités astronomiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, parce que toutes les matières organiques qui sont gelées aujourd'hui dans ce pergélisol et qui, en dégélant, vont se décomposer, donc vont libérer dans l'atmosphère du CO2, mais aussi d'autres types de gaz qui vont accélérer encore le changement climatique. Ça, c'est une bombe climatique. Ça va être une catastrophe et ça va accélérer le changement climatique, le rendre encore plus important et plus grave. Et ça, on mesure pas encore complètement les effets de cette bombe-là.